Ne t'avise pas de revenir ici en rampant en espérant quelque chose de nous. La voix de ma mère a traversé le téléphone comme une lame. Je suis resté figé sur le parking de mon immeuble à Burlington, dans le Vermont, serrant mon téléphone si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Le vent d'automne soufflait autour de moi, mais je sentais à peine le froid. Maman, je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal, dis-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît? Parler? Il n'y a rien à dire, Wendy. Tu as fait ton choix quand tu as décidé d'embarrasser notre famille avec ta petite rébellion. Nous avons décidé que tu n'étais plus la bienvenue ici. Rester à l'écart de façon permanente. La ligne s'est coupée, me laissant regarder mon téléphone avec incrédulité. Il y a 3 jours à peine, j'étais à la fête de fiançailles de ma sœur Brooke, célébrant ce qui aurait dû être une étape familiale joyeuse. A eu lieu de cela. Cette fête s'était transformée en cauchemar lorsque j'avais refusé de mentir sur mes revenus pour impressionner la future belle famille de Brooke. Ma mère avait été furieuse que je ne fasse pas semblant d'avoir des difficultés financières pour que Brooke ait l'air d'avoir plus de succès en comparaison. Je m'appelle Wendy Parker et j'ai 27 ans. Au cours des 5 dernières années, j'ai travaillé comme gestionnaire de compte senior chez Velmark Automation, une entreprise manufacturière prospère spécialisée dans la robotique industrielle. Alors que ma famille pensait que je m'en sortais à peine avec mon petit travail de bureau, la vérité était tout autre. Mon salaire annuel de 85 000 $, associé à des primes de rendement, m'avait permis de mener une vie confortable et de constituer une épargne substantielle. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Ma mère, Victoria, avait toujours été obsédée par les apparences et l'image de la famille. Elle vivait dans la même maison tentaculaire de la banlieue riche où j'ai grandi, maintenant la façade de prospérité qui avait défini notre famille pendant des décennies. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa fille décevante avait mieux réussi financièrement que n'importe quel autre membre de la famille. J'y suis retourné à mon appartement, l'esprit troublé par cette conversation. Le poids familier de la déception familiale pesait sur mes épaules, mais quelque chose semblait différent cette fois-ci. Les paroles de ma mère avaient un caractère définitif qui me donnait des fourmis dans l'estomac. En déverrouillant ma porte, j'ai remarqué que mes mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais parce que je sentais de plus en plus que cette confrontation n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus important. Mon téléphone a bourdonné d'un message provenant d'un numéro inconnu. Les questions financières familiales requièrent une attention immédiate. Contactez Benjamin Harris, Northwell Financial Service. J'ai regardé le message, confuse. Pourquoi un conseiller financier me contacterait-il pour des questions familiales alors que je venais d'être banni définitivement? Quelque chose ne tournait pas rond, et j'avais le sentiment troublant que le pire était à venir. Grandir chez les Parker, c'est vivre sous la pression constante du maintien des apparences. Ma mère Victoria avait construit toute son identité autour du statut perçu de notre famille dans les cercles sociaux de Burlington. Elle siégeait à des conseils d'administration d'organisations caritatives, organisait des dîners raffinés et veillait à ce que notre maison ait toujours l'air de sortir d'un magazine. Ma sœur a toujours été l'enfant chéri. Elle a épousé son petit ami de l'université juste après avoir obtenu son diplôme et s'est installée dans une vie prévisible faite de travail à temps partiel et d'obligations sociales. Brooke savait comment jouer le jeu, elle savait exactement quoi dire et comment se présenter pour gagner l'approbation de notre mère. De mon côté, j'avais toujours été la déception de la famille. Après l'université, j'ai choisi de me concentrer sur ma carrière plutôt que de me précipiter dans le mariage. J'ai travaillé de longues heures, j'ai accepté des projets difficiles et j'ai lentement gravi les échelons de l'entreprise Velmark Automation. Mais pour ma famille, la réussite se mesurait en termes de relations sociales et de jalons traditionnels, et non en termes de réalisation professionnelle. Les problèmes ont commencé il y a 5 ans. Lorsque j'ai commencé à travailler dans l'industrie manufacturière. Ma mère était horrifiée à l'idée que sa fille accepte un emploi dans une usine, comme elle l'appelait avec mépris. Elle ne pouvait pas comprendre que la fabrication moderne impliquait une technologie et une ingénierie sophistiquées, ni que mon rôle de gestionnaire des relations avec les clients pour les systèmes robotiques industriels était à la fois stimulant et bien rémunéré. Pourquoi ne trouves-tu pas quelque chose de plus convenable? Demandait-elle pendant les repas de famille. Quelque chose dans un bureau, comme travailler pour une banque ou un cabinet d'avocats. J'ai essayé d'expliquer que je travaillais dans un bureau, que je passais mes journées à gérer des contrats d'1 million de dollars et à coordonner des équipes d'ingénieurs. Mais Victoria s'était déjà fait une opinion, et rien de ce que je disais ne pouvait la changer. Dans son esprit,
J'étais la fille qui s'était contentée de moins. L'écart financier entre ma réalité et la perception de ma famille s'est creusé d'année en année. Alors qu'ils pensaient que je me débattais, je m'étais tranquillement enrichi. Mon portefeuille d'investissement s'était considérablement étoffé et j'étais propriétaire de mon appartement, ce que même Brooke ne pouvait prétendre à propos de sa maison. Mais j'avais gardé cette information pour moi, en partie par respect de la vie privée, et en partie parce que je savais que cela compliquerait la dynamique familiale. Victoria avait besoin de se sentir supérieure à quelqu'un, et j'avais sans le savoir rempli ce rôle. Révéler ma réussite aurait perturbé le récit qu'elle avait soigneusement construit autour de notre famille. Et la fête de fiançailles, 3 jours plus tôt, avait été le point de rupture. Lorsque j'ai répondu honnêtement à propos de mon rôle chez Velmark Automation, j'ai mentionné les projets stimulants sur lesquels nous travaillions et les clients internationaux que je gérais. Le visage de Victoria s'est assombri à chaque mot. Plus tard dans la soirée, elle m'a prise à part et m'a demandé de minimiser ma réussite lors des prochains événements familiaux. Cela donne une mauvaise image de Brooke quand tu parles de ton petit boulot, a-t-elle sifflé. Tu ne peux pas dire que tu te débrouilles bien et en rester là. J'avais refusé. Apparemment, ce refus avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. 2 jours après l'appel téléphonique dévastateur de ma mère, je suis passé par habitude devant la maison de mon enfance. Ce que j'ai vu m'a fait encore plus mal au cœur. Les serrures avaient été changées, de nouveaux pens dormants en laiton brillaient sur la porte d'entrée, et lorsque j'ai testé ma clé, elle ne fonctionnait plus. Victoria m'avait littéralement exclu de la maison familiale où j'avais passé les 18 premières années de ma vie. J'étais assise dans ma voiture dans l'allée, regardant la maison qui ne m'accueillait plus. Les rosiers que Victoria entretenait méticuleusement montraient déjà des signes de dormance automnale, et la pelouse parfaitement manucurée semblait toujours aussi impeccable. De l'extérieur, tout semblait normal, mais je ne faisais plus partie de ce tableau. Une voisine qui promenait son chien me fit un signe hésitant, manifestement troublée par ma présence. Henderson me connaissait depuis mon enfance, mais je pouvais lire l'incertitude dans son expression. Victoria avait-elle dit aux voisins que je n'étais plus la bienvenue ? Cette pensée m'a fait brûler les joues d'humiliation. Je suis rentrée chez moi en me sentant vide et déplacée. Ce soir-là, j'ai essayé d'appeler Brooke, espérant qu'elle pourrait m'aider à comprendre ce qui avait déclenché une réaction aussi extrême de la part de notre mère. L'appel est tombé directement sur la boîte vocale. Brooke, c'est Wendy. Je sais que tu es probablement occupée avec l'organisation du mariage, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Maman m'a complètement coupé les vivres, et je ne comprends pas ce que j'ai fait de si terrible. Rappelle-moi s'il te plaît. Mais les jours passèrent sans réponse. Il devenait clair que Brooke avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. Le travail est devenu mon refuge pendant cette période difficile. Mes collègues de Velmark Automation ont remarqué ma distraction, mais je me suis lancé dans mes projets avec une intensité renouvelée. Et la gestion de la mise en œuvre de lignes d'assemblage automatisées pour nos clients du secteur automobile exigeait une concentration constante, et le calendrier exigeant m'a permis de ne pas penser au drame familial. Mon patron, le directeur Gregory Walsh, m'a convoqué dans son bureau le jeudi après-midi. Wendy, je voulais discuter du contrat de fabrication Peterson. Votre travail sur ce projet a été exceptionnel, et le client vous a spécifiquement demandé pour son expansion au prochain trimestre. Le contrat Peterson, d'une valeur de 2,8 millions de dollars, représentait la plus grosse affaire que j'avais jamais gérée de manière indépendante. Dans des circonstances normales, il y aurait eu de quoi se réjouir. A eu lieu de cela, j'ai ressenti l'ironie amère d'avoir réussi professionnellement tout en perdant ma famille. Merci, Grégory. J'apprécie la confiance que vous me témoignez, répondis-je en forçant l'enthousiasme dans ma voix. Tu vas bien ? Tu as l'air distrait ces derniers temps, observe-t-il, le ton doux mais inquiet. Je m'occupe juste de quelques affaires personnelles. Rien qui ne puisse affecter mon travail, lui ai-je assuré en quittant son bureau. Je me suis rendu compte que ma vie professionnelle était florissante alors que ma vie personnelle s'effondrait. Le contraste était surréaliste et douloureux. J'avais tout ce pourquoi j'avais travaillé, sécurité financière, avancement de carrière et respect professionnel, mais j'avais perdu les liens familiaux que j'avais toujours supposés permanents. Ce soir-là, mon téléphone a sonné avec un appel qui allait tout changer.
L'appel est arrivé à 18h47, un vendredi soir, alors que je réchauffais des restes de nourriture thaïlandaise et que j'essayais de me distraire en regardant un documentaire sur la conservation de la faune. Le numéro était local mais inconnu, et j'ai failli le laisser tomber sur la messagerie vocale. Quelque chose m'a poussé à répondre à la dernière seconde. Mademoiselle Parker, c'est Benjamin Harris de Northwell Financial Services. Je dois vous parler de toute urgence de la situation financière de votre famille. Je pose ma fourchette. L'appétit soudain coupé. Je suis désolé, mais je pense que vous n'avez pas la bonne personne. Je ne m'occupe pas des finances de ma famille. En fait, vous êtes plus impliqué que vous ne le pensez, dit Benjamin, la voix tendue par une émotion que je ne parviens pas à identifier. D'après les documents que j'ai ici, vous êtes inscrit comme bénéficiaire principal et contact d'urgence pour les comptes d'investissement de votre mère et de votre sœur. Cela fait 3 semaines que j'essaie de joindre Victoria Parker, sans succès, et la situation est devenue critique. La tête me tourne. C'est impossible. Ma mère vient de me dire que je n'étais plus la bienvenue dans la famille. Pourquoi serais-je inscrite sur ces comptes? Les papiers ont été déposés il y a 18 mois, explique Benjamin. Mademoiselle Parker? J'ai vraiment besoin de vous rencontrer en personne. Il y a des choses très sérieuses dont nous devons discuter et je ne peux pas entrer dans les détails par téléphone. Seriez-vous disponible demain matin? J'ai accepté de le rencontrer à son bureau à 10h, l'esprit rempli de questions. Après avoir raccroché, j'ai fait les 100 pas dans mon appartement en essayant de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi Victoria m'avait-elle inscrite comme bénéficiaire et personne à contacter en cas d'urgence, tout en m'excluant de sa vie? Cette contradiction n'avait aucun sens. Le samedi matin était gris et bruneux, ce qui correspondait parfaitement à mon humeur. Les services financiers occupaient un modeste immeuble de bureau au centre-ville, et Benjamin Harris s'avéra être un homme d'une 50aine d'années à la voix douce, avec le genre d'attitude gentille qui aidait probablement les clients à discuter des réalités financières difficiles. Merci d'être venu. Mademoiselle Parker. Je vous en prie, asseyez-vous, dit-il en indiquant d'un geste une chaise en face de son bureau. Je crains que ce que j'ai à vous dire ne soit très sérieux. Il ouvre un épais dossier et étale plusieurs documents sur son bureau. Votre mère et votre sœur ont pris de très mauvaises décisions financières au cours des 2 dernières années. Elles ont liquidé la plupart de leurs comptes de retraite, contracté des emprunts importants sur la maison de votre mère et investi massivement dans ce qui semble être un système d'investissement frauduleux. J'ai eu un haut le cœur. De combien parlons-nous? Combiné. Ils ont perdu environ 400 000 $, dit Benjamin à voix basse. La maison dans laquelle vit votre mère est maintenant hypothéquée à sa pleine valeur, et ils doivent des sommes importantes à plusieurs créanciers. Victoria évite mes appels car elle sait que la situation est désastreuse. J'ai regardé la paperasse, essayant d'assimiler les chiffres. 400 000 $. La maison qui appartenait à notre famille depuis 25 ans a disparu. Ce n'est pas tout, poursuit Benjamin. La société d'investissement dans laquelle ils ont placé leur argent a été fermée par les autorités fédérales le mois dernier. Les principes ont été arrêtés pour avoir mis en place un système de Ponzi. Votre mère et votre sœur font partie des centaines de victimes, mais comme elles ont emprunté sur la maison pour augmenter leur investissement, leurs pertes sont particulièrement lourdes. Pourquoi me dites-vous cela? Ai-je demandé, tout en me doutant que je connaissais déjà la réponse. Parce qu'en tant que personne à contacter en cas d'urgence et bénéficiaire, vous avez l'autorité légale de prendre des décisions en leur nom s'ils deviennent incapables ou s'ils refusent de faire face à la situation eux-mêmes. Et Mademoiselle Parker, fit-il en s'interrompant. L'air mal à l'aise. Sur la base de leur trajectoire actuelle, ils vont tout perdre dans les 60 jours à venir, à moins que quelqu'un n'intervienne. L'ironie m'a frappé comme un coup de massue. Ma mère m'avait banni de la famille parce que j'étais une source d'embarras, mais j'étais apparemment son seul espoir de salut financier. J'ai quitté le bureau de Benjamin, hébété, en serrant des copies de documents financiers qui dressaient un tableau dévastateur de la situation de ma famille. Le trajet jusqu'à la maison m'a donné le temps d'assimiler l'ampleur de ce que j'avais appris, et lorsque j'ai atteint mon appartement, le choc avait cédé la place à un mélange de colère et d'incrédulité. Victoria et Brooke avaient été victimes d'une société appelée Grandview Investment Partners, qui leur avait promis des rendements de 25% par an sur des projets de développement immobilier. Le stratagème était sophistiqué, avec des brochures en papier glacé,
De faux témoignages et un bureau d'apparence professionnelle dans le centre-ville de Burlington. Ce qui la rendait particulièrement cruelle, c'est que les escrocs avaient spécifiquement ciblé les personnes âgées et leurs enfants adultes, en jouant sur les craintes liées à la sécurité de la retraite. J'ai étalé les documents sur ma table à manger et j'ai commencé à calculer l'étendue des dégâts. La maison, qui valait environ 600 000 $ lorsque mon père est décédé il y a 10 ans, était désormais grevée d'hypothèques d'un montant total de 550 000 $. Les comptes de retraite de Victoria, qui auraient dû contenir au moins 300 000 $, avaient été complètement vidés. Même le modeste 401 K de Brooke avait été encaissé pour financer des investissements supplémentaires. Les obligations mensuelles étaient stupéfiantes. Avec les versements hypothécaires, les assurances, les services publics et les paiements minimums sur les diverses cartes de crédit et les prêts, Victoria avait besoin d'au moins 4 500 $ par mois pour maintenir le statu quo. Mais d'après les notes de Benjamin, son seul revenu était la sécurité sociale et une petite pension versée par l'entreprise de mon père, pour un total d'environ 2 800 $ par mois. J'ai rappelé Benjamin le soir même. Combien de temps cela peut-il durer avant qu'ils ne perdent la maison? Sur la base de leur historique de paiement, j'estime qu'il leur reste environ 6 semaines avant que la banque n'entame une procédure de saisie, m'a-t-il répondu. Les sociétés de cartes de crédit appellent déjà tous les jours et j'ai entendu parler de 3 agences de recouvrement différentes cette semaine. Avez-vous pu joindre ma mère? Elle évite tout contact avec les institutions financières. Je pense qu'elle sait à quel point la situation est grave et qu'elle ne veut pas affronter la réalité. Après l'appel, je me suis assis dans ma cuisine et j'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable. Une rapide recherche en ligne a révélé que Victoria figurait sur plusieurs photos Facebook d'événements caritatifs et de rencontres sociales, pas plus tard que la semaine dernière. Elle continuait à soigner son image publique alors qu'elle était en proie à la ruine financière. Le lendemain matin, je me suis à nouveau rendue chez elle. Cette fois, je n'ai pas essayé d'utiliser mes vieilles méthodes. J'ai sonné à la porte et j'ai attendu. Après plusieurs minutes, Brooke a ouvert, l'air hagard et évitant le contact visuel. Wendy, tu ne devrais pas être là, dit maman. Je sais ce qu'elle a dit, mais nous devons parler de Benjamin Harris et de Grandview Investment Partners. Le visage de Brooke est devenu tout blanc. Comment es-tu au courant? Parce que je suis apparemment ton contact d'urgence et ton bénéficiaire. Ce que vous avez tous les deux oublié de mentionner lorsque vous avez décidé de m'exclure de la famille. Je l'ai dépassé pour entrer dans l'entrée, remarquant que plusieurs meubles coûteux avaient disparu. L'antique horloge grand-père qui avait appartenu à ma grand-mère avait disparu, de même que le tapis persan qui avait ancré le salon aussi loin que je me souvienne. Où est maman? Demandai-je. Elle ne se sent pas bien, a dit Brooke d'une voix faible. Wendy, nous ne savions pas vers qui d'autre nous tourner. Le conseiller en investissement semblait si légitime, et ils ont dit que nous pourrions doubler notre argent en 2 ans. Nous pensions que nous étions intelligents, que nous préparions l'avenir. En hypothéquant la maison? En encaissant vos comptes de retraite? Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Brooke s'est mise à pleurer. Nous pensions que maman n'aurait plus jamais à s'inquiéter de l'argent. Et je voulais aider à payer mon mariage sans demander de l'argent aux parents de Derek. Cela semblait être la solution parfaite. La solution parfaite est devenue un désastre parfait. Victoria est finalement sortie de sa chambre 20 minutes plus tard, se déplaçant comme une femme qui a vieilli d'une décennie au cours du dernier mois. Lorsqu'elle me vit dans son salon, son expression passa par la surprise, la colère et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Je t'avais dit de ne pas venir ici, dit-elle, mais il n'y avait aucune force derrière ces mots. Benjamin Harris m'a tout raconté, ai-je répondu. 400 000 $, maman. La maison, ta retraite, le 401 K de Brox, tout a disparu. Victoria s'est enfoncée dans le fauteuil qui lui restait, paraissant soudain avoir 68 ans. Comment aurais-je pu savoir qu'il s'agissait de criminels? Ils avaient des références, un beau bureau. Des témoignages d'autres clients. Margaret Thornton du Garden Club a investi avec eux et a dit qu'ils étaient merveilleux. Margaret Thornton a tout perdu, elle aussi, ai-je dit, après avoir fait mes recherches. Il s'agissait d'une pyramide de Ponzi. Ils ont utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour payer de faux rendements aux investisseurs précédents, et lorsqu'ils n'ont plus pu recruter suffisamment de nouvelles victimes, tout s'est effondré. Mais l'homme semblait si bien informé, a protesté Brooke.
Il nous a tout expliqué sur le développement immobilier et nous a montré des projections de rendement basées sur des données historiques. Des données historiques qu'ils ont inventées, ai-je dit catégoriquement. Aucun de ces projets n'a jamais existé. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré un article de presse sur les arrestations. Les principaux organisateurs sont accusés de fraude électronique, de fraude en matière de valeurs mobilières et de blanchiment d'argent. Ils ont mis en place ce système pendant 3 ans et ont volé environ 50 millions de dollars à des investisseurs de toute la Nouvelle-Angleterre. Victoria fixe l'article, ses mains tremblent légèrement. Nous allons perdre la maison, n'est-ce pas? À moins que quelque chose ne change radicalement, oui. Vous devez plus que ce qu'elle vaut, et vous n'avez pas les revenus nécessaires pour effectuer les paiements. Et la faillite? Brooke demande désespérément. Pourrions-nous déclarer faillite et repartir à zéro? Vous pourriez, ai-je admis, mais cela signifierait encore perdre la maison, et cela détruirait votre crédit pendant des années. De plus, la faillite ne fait pas disparaître les problèmes, elle ne fait que les réorganiser. Nous sommes restés tous les trois en silence pendant plusieurs minutes. Le poids de la situation s'installant sur nous comme une lourde couverture. J'ai regardé autour du salon où j'avais passé d'innombrables heures lorsque j'étais enfant, essayant d'imaginer des étrangers vivant ici après la saisie. Il y a une autre option, ai-je finalement dit. Mais elle nécessiterait des changements importants. Les deux femmes m'ont regardé avec impatience. Je pourrais vous aider, ai-je poursuivi prudemment. J'ai les ressources financières nécessaires pour arrêter la saisie et gérer la situation d'endettement. Mais il faudrait pour cela que je reconnaisse certaines choses de ma vie que vous avez toutes deux choisi d'ignorer. L'expression de Victoria se durcit légèrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que votre fille décevante, qui travaille dans une usine, a bien réussi. Je gagne plus d'argent que vous deux réunis. Je suis propriétaire de mon appartement et j'ai des économies et des investissements substantiels. Brooke m'a regardé fixement. Combien gagnes-tu? Assez pour l'aider, dis-je en évitant de préciser. Mais d'abord, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi m'as-tu inscrite comme bénéficiaire et personne à contacter en cas d'urgence si tu as si peu d'estime pour moi et mes choix? Victoria a détourné le regard, gênée. Ton père a insisté lorsque nous avons mis à jour nos testaments. Il a dit que tu étais la personne la plus responsable de la famille, et que si quelque chose nous arrivait, tu serais la seule à pouvoir gérer les choses correctement. Papa avait raison, ai-je dit à voix basse. Mais après ce qui s'est passé à la fête de fiançailles de Brooke? Je ne suis pas sûre de vouloir gérer quoi que ce soit pour des gens qui me traitent comme un embarras familial. La balle était maintenant dans leur camp. J'ai laissé le silence s'installer entre nous, observant ma mère et ma sœur absorber toutes les implications de leur situation. Le calme soigneusement maintenu par Victoria se fissurait, et Brooke avait l'air d'être malade. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda finalement Victoria, la voix plus grave que je ne l'avais jamais entendue. Maintenant, tu décides à quel point tu veux garder cette maison et éviter la faillite, ai-je répondu. Parce que je ne signerai aucun chèque tant que nous n'aurons pas établi de nouvelles règles de base pour le fonctionnement de cette famille. J'ai sorti un carnet et un stylo, que j'ai posé sur la table basse avec une précision délibérée. Tout d'abord, nous allons avoir une conversation honnête sur l'argent. Tout l'argent. Plus de mensonges. Fini les mensonges. Les faux-semblants. Plus de maintien des apparences au détriment de la réalité. Victoria tressaille. Wendy, tu ne comprends pas la pression. Je comprends tout à fait, l'ai-je interrompu. Je comprends que tu étais si soucieuse d'avoir l'air d'avoir réussi que tu as tout risqué dans un plan pour devenir riche rapidement. Je comprends que tu étais tellement occupée à juger mes choix de carrière que tu n'as pas remarqué que je me construisais une vraie fortune pendant que tu détruisais la tienne. Brooke s'est déplacée, mal à l'aise. Nous n'avons jamais voulu que les choses se dégradent à ce point. L'intention n'a pas d'importance lorsque vous êtes confronté à une saisie immobilière, ai-je dit sans embâge. Ce qui compte, c'est de prendre des décisions intelligentes pour aller de l'avant. Et la première décision intelligente est de reconnaître que je ne suis pas l'échec familial que vous pensiez tous les deux que j'étais. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire. Voici ce que je suis prêt à faire. Je paierai les dettes immédiates pour arrêter la procédure de saisie.
Je consoliderai vos obligations restantes dans un plan de paiement gérable, et je vous aiderai toutes les deux à développer des budgets réalistes qui ne dépendent pas de rendements d'investissement magiques. Victoria et Brooke ont échangé un regard, l'espoir commençant à se glisser dans leurs expressions. Mais, poursuivis-je, en échange, cette famille va fonctionner très différemment à partir de maintenant. Plus question de rejeter ma carrière, de me traiter comme une gêne, et plus jamais de décision financière prise sans me consulter au préalable. Quel genre de décision? Demande Brooke nerveusement. Toutes. Chaque dépense de plus de 500 dollars doit être approuvée par moi. Chaque opportunité d'investissement est examinée par moi et Benjamin Harris, et vous allez tous les deux prendre des cours d'éducation financière, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Brooke a pris un air effaré. Tu nous demandes de renoncer à notre indépendance? Non, ai-je répondu fermement. Je vous demande de renoncer à vos illusions. Et la transformation qui s'ensuivit fut à la fois satisfaisante et déconcertante. Dans les 48 heures qui ont suivi notre réunion de famille, j'ai fait en sorte de rembourser les dettes les plus urgentes et d'arrêter la procédure de saisie. Le soulagement sur les visages de Victoria et de Brooke était palpable, mais j'ai veillé à ce qu'elles comprennent qu'il ne s'agissait pas d'un retour à la normale. Je suis devenu le principal interlocuteur de toutes les institutions financières et de tous les créanciers. Ce qui m'a permis d'avoir une vue d'ensemble de tous les aspects de leurs dépenses. Le premier examen mensuel du budget a révélé à quel point ils étaient déconnectés de la réalité. 300 dollars pour un seul dîner au Bernardin? Ai-je demandé en examinant le relevé de la carte de crédit de Brooke. Alors que vous êtes censé vous battre pour payer votre hypothèque? C'était l'anniversaire de Derek, a faiblement protesté Brooke. Nous voulions le fêter dans un endroit spécial. Vous pouvez fêter ça chez Applebee's jusqu'à ce que votre situation financière s'améliore, ai-je répondu sans sympathie. Les occasions spéciales ne justifient pas l'irresponsabilité financière. Les dépenses de Victoria ont été encore plus importantes. Rendez-vous chez le coiffeur, vêtements de marque, dons à des organisations caritatives pour maintenir son statut social, des centaines de dollars qui sortent chaque mois alors qu'elle se dit pauvre. Le Garden Club s'attend à certaines normes et virgule. A-t-elle déclaré lorsque j'ai remis en question un don de 200 dollars à leur vente aux enchères silencieuses. Le Garden Club peut attendre de vous que vous donniez de votre temps plutôt que de l'argent que vous n'avez pas, ai-je rétorqué. Votre statut social ne vaut pas la perte de votre maison. J'ai restructuré l'ensemble de leur vie financière avec l'efficacité que j'apportais à mon travail chez Velmark Automation. Les paiements, les limites de crédit restreintes et les contrôles hebdomadaires sont devenus la nouvelle norme. Les deux femmes ont souffert de cette surveillance. Mais elles avaient perdu leur droit à l'indépendance financière en perdant 400 000 dollars à cause d'une escroquerie. Le moment le plus satisfaisant est venu lorsque je les ai informées qu'elles devraient toutes deux trouver un emploi pour contribuer aux dépenses du ménage. Victoria n'avait pas travaillé en dehors de la maison depuis 30 ans et Brooke n'avait jamais occupé un emploi à temps plein. Mais que vont penser les gens, demande Victoria, horrifiée. Ils penseront que vous êtes des adultes responsables qui prennent soin de leurs obligations, ai-je répondu. Je sais que c'est un concept nouveau. Les dernières semaines de la mise en œuvre du redressement financier de ma famille ont été un véritable cours de justice poétique. Victoria, qui avait passé des années à rejeter ma carrière dans l'industrie manufacturière, s'est retrouvée à travailler à temps partiel dans une boutique locale, s'occupant de la gestion des stocks et du service à la clientèle. Brooke a accepté un poste de réceptionniste dans un cabinet dentaire, découvrant pour la première fois ce que signifiait avoir un patron et des horaires de travail fixes. Les deux femmes ont eu du mal à passer de leur vie antérieure, faite de loisirs et d'obligations sociales, à la réalité d'un véritable emploi. Victoria se plaint constamment d'être debout toute la journée, tandis que Brooke trouve épuisante la routine des heures de travail régulières. Je ne comprends pas comment vous avez pu faire cela pendant des années, a déclaré Brooke lors de l'une de nos réunions financières, alors qu'elle travaillait tous les jours, qu'elle devait respecter des délais et qu'elle avait des clients exigeants. C'est tellement plus difficile que je ne le pensais. C'est parce que vous ne l'avez jamais pris au sérieux, ai-je répondu. Vous avez tous les deux agi comme si le travail était quelque chose que les autres faisaient alors que vous vous concentriez sur des choses plus importantes comme les déjeuners de charité et le statut social. L'ironie de la chose ne m'a pas échappé. Je dirigeais à présent les personnes mêmes qui avaient rejeté mes compétences en matière de gestion pendant des années.
Chaque décision financière, autrefois prise de manière impulsive, nécessitait désormais mon approbation. Chaque dépense devait être justifiée et documentée. Le contrôle que j'exerçais sur leur vie était total, je dois l'admettre, profondément satisfaisant. Benjamin Harris s'est avéré être un excellent allié dans le maintien de la discipline financière. Il m'a fourni des rapports mensuels sur leurs progrès et m'a aidé à identifier tout signe de retour à d'anciennes habitudes. Et la peur de tout perdre avait rendu Victoria et Brooke temporairement dociles. Mais je savais que sans une surveillance constante, elles reviendraient probablement à leurs anciennes habitudes. 6 mois après le début de la crise, nous avons franchi une étape importante. La maison n'était plus menacée de saisie et tous les soldes des cartes de crédit avaient été ramenés à des niveaux gérables. Plus important encore, Victoria et Brooke avaient acquis un respect bienveillant pour la discipline financière qui les avait sauvés de la ruine. Lors de notre dernière réunion familiale de l'année, Victoria m'a surprise en reconnaissant quelque chose qu'elle n'avait jamais admis auparavant. Wendy, je te dois des excuses, dit-elle d'une voix formelle mais sincère. Je me suis trompée sur ta carrière, sur tes capacités et j'ai eu tort de te traiter comme une déception. Tu as sauvé notre famille alors que nous étions trop fiers et trop stupides pour nous sauver nous-mêmes. Les excuses font du bien. Mais elles ne peuvent pas effacer des années de rejet et de condescendance. J'apprécie cela, maman. Mais il ne s'agit pas de prouver que j'avais raison ou que tu avais tort. Il s'agit de construire une relation familiale basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Brooke acquiesce avec insistance. J'ignorais à quel point tu travaillais dur et à quel point tu avais réussi. Je m'en veux de t'avoir donné l'impression que tu n'étais pas à la hauteur, alors qu'en réalité, c'est nous qui n'étions pas à la hauteur. À l'approche du premier anniversaire de la crise, je me suis rendu compte que la dynamique familiale avait changé du tout au tout. Et la fille qui avait été exclue de la maison de son enfance détenait désormais les clés de l'avenir financier de sa famille. La personne gênante qui n'était pas la bienvenue lors des réunions de famille était devenue la personne sur laquelle il comptait pour survivre. Victoria et Brooke ont toutes deux subi les conséquences durables de leur imprudence financière. La réputation de Victoria dans ses cercles sociaux ne s'est jamais complètement rétablie, une fois que la nouvelle de son emploi à la boutique s'est répandue. Plusieurs de ses anciens amis du Garden Club ont pris leur distance, incapables de concilier l'image qu'ils avaient d'elle avec la réalité de sa situation réduite. Le mariage de Brooke a dû être considérablement réduit. Ce qui a provoqué des tensions avec la famille de Derek et l'a obligé à faire face à l'écart entre ses aspirations et ses moyens réels. En repensant à cette année tumultueuse, je me suis rendu compte que si j'avais pris le contrôle de la situation et en avais tiré une forme de justice, la victoire m'avait semblé plus creuse que je ne l'avais imaginé. Je ne pouvais cependant pas nier la satisfaction de voir ceux qui m'avaient écarté apprendre à respecter les compétences mêmes qu'ils avaient autrefois méprisées. Like that. Just relax.